Pourquoi tu as accepté ce challenge-là de rendre hommage à Archie en essayant de créer cette exposition permanente? Parce que de toute façon, je ne pouvais pas m'arrêter, on ne pouvait pas s'arrêter là. Tous les travaux exécutés pendant 5 ans, en dehors de la mise aux normes de tout ce bâtiment, il fallait quand même que ça ait une suite à laquelle j'ai toujours rêvé, c'était celle de donner une adresse définitive à Rachy à Troyes. Ce qui est sûr, c'est que vous avez compris qu'il fallait un lieu. Il n'y avait finalement pas d'endroit où on pouvait, à la fois, pour ceux qui le connaissent, comprendre en fait à la fois la puissance et la permanence de son travail, et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, le découvrir. Vraiment, ici, il y a eu 3 personnages majeurs qui ont vraiment influencé le développement de l'Europe. À cette époque-là, en plus, ils sont contemporains pratiquement. C'est vraiment frappant de voir que dans le même environnement, il y a eu cette émulation-là. Rachy, pour des questions très, finalement, très pratiques et très spirituelles qu'il animait en même temps. Saint-Bernard, pareil. Et puis Chrétien de Troyes, c'est aussi une transmission. La transmission, c'est la première personne qui écrit en langue romane. Donc il écrit des romans. Le roman, c'était ça en fait. C'était les premiers écrits en langue romane. Et il va, juste après Rachy, il est contemporain de ses petits-fils, des petits-fils de Rachy. Il va diffuser la langue comme avait commencé à le faire Rachy, mais lui par bribes, par mot, alors que lui, c'est carrément des livres entiers. Donc c'est intéressant, oui, d'avoir ces 3 personnages étonnamment qui sont nés dans le même giron, en tout cas qui ont vécu sur le même territoire. J'ai aussi compris ou découvert, ou en tout cas mesuré, que finalement cette région du Grand Est, aujourd'hui, ce territoire de l'Aube, c'était un peu finalement le territoire où était né l'Occident, parce qu'avec Rachy, Chrétien de Troyes et Bernard de Clairvaux, personne ne sait vraiment s'ils se sont rencontrés. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auraient pu se rencontrer. C'est absolument prodigieux d'imaginer que 3 hommes aussi, pas simplement érudits, ayant travaillé, et tous inventeurs de quelque chose de très puissant encore aujourd'hui. Oui, Rachy est un personnage exceptionnel. Et pendant longtemps, il n'était pas assez connu à la fois des Troyens, et les Troyens ne s'appropriaient pas cette personnalité extraordinaire qui était une des personnalités à la pensée majeure du monde occidental. Il faut bien savoir qu'au XIe, XIIe siècle, le monde occidental tourne autour aussi de la ville de Troyes, parce qu'il y a Chrétien de Troyes, l'inventeur du roman moderne, il y a Bernard de Clairvaux, mais en même temps il y a Rachy. Il invente déjà la laïcité bien avant la loi de 1905, c'est-à-dire qu'il n'y a rien chez Rachy, on a déjà la distinction de l'Église et de l'État d'une certaine manière. La distinction de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que la culture n'est pas nécessairement religieuse. Et que dans un système où, à une époque où les universités, les premières universités occidentales, que ce soit Oxford, que ce soit Paris, la Sorbonne, etc., ou d'autres à travers le monde, en Italie, en Espagne ou autre, la création des universités était toujours une création théologique. Ce sont des théologiens qui ont créé l'université. Et ce qui est très très symptomatique chez Rachy, c'est que c'est un exégète et non pas un théologien. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver de pensée sur le divin, de pensée sur Dieu. Le problème de Dieu est un problème complètement inexistant. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est le texte, qui est Dieu ou qui n'est pas Dieu. On n'est pas dans un système de croyance. Et il ne cherche pas à dire, pour être juif, il faut croire en Dieu. Je dirais presque, pour me paraphraser moi-même, Dieu, on s'en fout. Vous voyez, c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, ce texte qui nous a été donné, qu'est-ce qu'on en fait? Ce texte qui nous a été donné, qu'est-ce qu'on en fait pour qu'il ne meure pas? Pour qu'il ne meure pas étouffé par des significations définitives ou des significations toujours répétées, identiques. Comment je donne les clés au lecteur pour, par lui-même, réfléchir et ouvrir le texte. Donc, plus que donner des pensées,
Il nous apprend à penser. Et c'est en cela que c'est peut-être un des plus grands maîtres. On s'est lancé dans tous azimuts, comme dans les travaux, sans direction aucune. Si on avait quand même une idée de ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas de plan précis. Et on n'avait que 6 mois pour arriver à la date précise de l'inauguration pour faire tout ce travail. Le démarrage de notre expérience, c'était décembre 2016, où on s'est dit on va rendre hommage à Rachid. Et en faisant ce choix incroyable de fixer la date d'inauguration, alors qu'on avait 0 € pour financer l'exposition, et on avait 0 idée pour mettre ce qu'on pouvait mettre, pour savoir ce qu'on allait mettre dans l'exposition permanente de Rachid. Et en fait, le résultat, c'est qu'on a fait presque ce que Jean-Pascal Lemeunier l'année dernière avait dit, on a fait de l'architecture vernaculaire, nous on a fait de la muséographie vernaculaire, c'est-à-dire en fait on a apporté quelques idées qui ne sont pas des idées de muséographes ou des scénographes, puisqu'en fait on a commencé par vouloir avoir montré que Rachid était l'auteur français le plus publié au monde. Et je me rappelle très bien que la première idée, c'était de dire, bon bah, pour montrer que c'est l'auteur français le plus publié, on va mettre des livres. Donc on va fabriquer une étagère et on va mettre des livres. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était pas du tout bien, parce que mettre une petite étagère avec mettre une petite collection, c'était très loin de représenter tout ce qu'avait écrit toutes les éditions mondiales de Rachid. Et donc on a commencé à essayer d'alimenter cette bibliothèque, et puis les volumes commençaient à arriver. Et le scénographe qu'on a pris, Maciek Fischer, ça fait partie des rencontres assez exceptionnelles qu'on a eues, et ben, il a dit, c'est pas une petite bibliothèque que vous allez faire, je vais vous faire un monument. J'ai senti qu'il fallait que la première salle soit assez spectaculaire, et cette idée de la bibliothèque qui devait être cantonnée finalement à un petit espace au départ, je l'ai tout de suite projeté dans l'ensemble du volume de cette première salle, de façon à vraiment faire rentrer le visiteur dans quelque chose d'assez immersif. L'idée, c'est de travailler avec des matériaux qui s'intègrent parfaitement bien avec ce qui avait été déjà commencé. Tout est né surtout de la bibliothèque. Au départ, en tout cas, il y a eu une idée qui a été donnée par Delphine de créer un espace dans lequel on serait enivré des livres de Rachid. Donc on avait déjà des thématiques qui se sont dessinées, et de cette façon-là, on a pu construire le projet. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y avait une volonté de leur part de définir, de préciser le programme, et en même temps, ils ne savaient pas exactement où est-ce qu'ils allaient aller, donc ils avaient besoin de quelqu'un qui les accompagne dans le rêve, dans le désir de faire ce centre, en fait. On a pu y mettre une partie des éditions mondiales du Talmud et de la Torah, dans lesquels il y a les commentaires de Rachid, mais on est très loin d'avoir fait le tour, puisqu'on voit bien qu'il y a des étagères qui sont vides, et ça fait partie d'une des choses qui était complètement inespérée. Effectivement, d'un point de vue privé, c'est la seule bibliothèque en France qui est gérée par des privés et qui ont eu l'idée de créer ce monument-là. Tous les Juifs du monde entier, dans toutes les communautés du monde, étudient la Bible et le Talmud aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas se passer du commentaire de Rachid pour pouvoir étudier la Bible et le Talmud. Son commentaire de la Bible est devenu tellement important de son vivant qu'après Rachid, pour ouvrir une école, une maison d'études pour justement étudier la Bible, étudier les commentaires, les commandements, etc., il fallait, dans les siècles qui ont suivi, posséder un manuscrit du commentaire de Rachid sur la Bible pour avoir le droit, pour avoir la licence pour ouvrir une école, donc une maison d'études. Quand l'imprimerie a été inventée au XVIe siècle, eh bien tout naturellement, même si Rachid n'existait plus, même si les Juifs avaient été expulsés de France au XIVe siècle, eh bien naturellement les autres Juifs qui continuaient, les autres communautés qui continuaient à perdurer ailleurs, s'appuyaient toujours sur le commentaire de Rachid pour comprendre la Bible et le Talmud. Et donc naturellement, quand l'imprimerie a été inventée, qu'on a décidé d'imprimer le texte sacré, que ce soit la Bible ou le Talmud, eh bien, on a les sages de l'époque, les grands sages talmudistes de l'époque, avec les imprimeurs, ont décidé d'intégrer dans les pages d'impression du Talmud et de la Bible, eh bien, le commentaire de Rachid. Chez les commentateurs traditionnels, vous avez des grammairiens qui font de la grammaire, vous avez des talmudistes qui font du Talmud, vous avez des géographes qui font de la géographie, et Rachid, lui,
il fait rencontrer les univers. Et je pense que ça, c'est un de son génie propre et une des raisons de son succès. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de transversalité des matières qui est éminemment moderne. Pour lui, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas simplement le judaïsme qui soit enfermé en lui-même. Il n'y a pas de judéo-judaïsme, il n'y a pas de judéocentrisme. Le verbe qui dit tisser en hébreu, c'est le même verbe qui dit penser. Quand on dit je pense, en hébreu, ani choshev, on ne sait pas si ça veut dire je pense ou je tisse. Ce qui est formidable, puisque ça veut dire que la pensée est une forme de tissage de différentes matières, de différents fils, et surtout d'entrecroisement. Il y a une pensée qui serait qu'une trame, une pensée qui serait qu'une chaîne, mais pas l'intrication de la chaîne et la trame. Ce ne serait pas une pensée parce que ça ne serait pas assez complexe. Je crois que là, on a vraiment l'essence de la pensée de Rachid. C'est pour cela que très vite, il va introduire, dès son premier commentaire, il va introduire de l'ancien français, pas simplement pour dire je sais parler le français de l'époque, mais pour dire que commenter un texte, c'est déjà être capable de le dire en deux langues. Et la dimension de la traduction, on dit que Rachid est un commentateur, mais c'est déjà un traducteur. Il a étudié des points de linguistique, donc il a donné beaucoup d'explications de mots difficiles en hébreu en français. Donc il y a à peu près 2000 mots qui sont tirés de son commentaire et qui peuvent éclairer la langue du Moyen-Âge qu'on parlait à Troyes. Et puis il a donné beaucoup d'explications grammaticales, beaucoup d'explications de syntaxe aussi. Il a fait des comparaisons aussi, surtout entre la manière dont on explique les choses dans le Talmud par exemple, et la manière dont on vit à Troyes. Comme la loi, les lois qui figurent dans le Talmud sont des lois, dans les lois dans le judaïsme, c'est des lois extrêmement pratiques. Ça touche à la manière de s'habiller, de cultiver son champ, de régler des problèmes de droit pénal ou de droit civil, etc. Eh bien, lui, il compare ce qui est raconté dans le Talmud à cette époque où il a été mis par écrit entre le 2e et le 5e siècle, et la manière dont on vit à Troyes pour que ce soit mieux intégré par ses disciples et par tous ses lecteurs. Donc en fait, il fait une comparaison qui est très pédagogique finalement. La deuxième exclusivité que je considère vraiment comme étant exceptionnelle, c'est quand on a rencontré Marc Thonon de la Société Okénite, qui nous avait fait il y a 2 ans un petit film dans les rues du Troyes du XIe siècle, et où il nous a dit, en fait, on pourrait très bien, on lui avait proposé, on lui a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Rachid se promène dans les rues du XIe siècle et on voit comment ça ferait? Et il a dit, tout à fait, on va essayer de faire ça. Et quand je vois la dernière version qu'on a reçue hier soir du film, où on voit les personnages d'un marché du XIe siècle, et on entend le commentaire que Rachid peut faire, enfin la révision que Rachid peut faire avec 2 de ses élèves dans les rues du XIe siècle. Le dialogue a été fait par Marc Alawatnin, donc ça veut dire que c'est incroyable cette juxtaposition d'une vision du XIe siècle avec un auteur aussi brillant que Marc Alain. Et ça, c'est vraiment grâce à la Société Okénite et à la supervision de Delphine, on a fait vraiment quelque chose que je considère assez chouette à regarder, quoi. La pièce est noire et on a en fait vraiment une immersion, un film, on est à 3 mètres de l'écran, et on est vraiment aux côtés de Rachid. Et on se promène dans la rue de la Cité, en fait. Ce qui me concernait, c'était de faire un film, déjà, pour que les personnes s'immergent dans le Troyes du XIe siècle. Donc le format, forcément, qui est à l'échelle 1, permet de mieux rentrer dedans. Il arrive un moment où, lorsqu'on regarde, le cerveau oublie les murs qui sont à droite à gauche et rentre dans l'image. C'était un choix, parce qu'on ne voulait pas mettre des casques virtuels qui rendaient l'expérience trop personnelle. On voulait que ce soit collectif. Et l'une des autres innovations, c'est les fameuses tables numériques qu'on a à l'étage. C'est-à-dire, en fait, cette idée de prendre un Sefer Torah entier, de le numériser
et de créer ce que certains auteurs considèrent comme étant de Rachi, considèrent que c'est l'inventeur du lien hypertexte. Les outils de table tactile qui ont été faits, c'est pareil, c'est une plongée dans un savoir, puisqu'on passe d'un texte vers un autre, on descend, on rentre dans la profondeur du sens. Je pense que là, on a appréhendé le problème en comprenant le sens du travail de Rachi. C'est d'ailleurs ce que représente la maison Rachi aujourd'hui. S'il y avait un mot-clé, c'est la transmission. Je pense que la maison Rachi, elle reflète une symbolique profonde de la transmission et en deuxième, de l'immersion. Rachi, dans tout ce que j'ai pu lire sur lui, a permis à des personnes, à n'importe quel niveau de culture, de s'immerger dans des textes anciens, dans une pensée, dans un contexte. Et donc, ce qu'il fallait créer, c'est des outils immersifs, de la même façon, et se mettre en parallèle de ce qu'a fait Rachi d'une sorte de... C'est un autre niveau, mais de faire prolonger un peu le travail de Rachi de cette façon-là. Donc, transmission, immersion. Dans un premier temps, je me disais, ça va intéresser 0,1% de la population de nos visiteurs. Et en fait, ça a un succès incroyable, parce que les gens, pour une fois, ont en face d'eux un texte écrit il y a 4000 et quelques années, avec le commentaire de Rachi écrit il y a un millier d'années, et on a une connexion incroyable avec la culture juive et avec la culture de Rachi. Je sais pas, je peux parler de quelque chose qui m'est personnel, sur la notion du sacré. Je pense que c'est quelque chose qui ça n'engage que moi, ce que je veux dire. Le sacré est rédhibitoire pour pas mal de gens qui sont des profanes. On n'ose pas approcher. La transmission et la pédagogie que peut faire la maison de Rachi, par exemple, est une forme, au sens premier, de désacralisation, à mon sens. C'est-à-dire qu'elle va permettre de dire, finalement, c'est accessible à mon niveau, et je vais apprendre, je vais découvrir tout ça. Donc, ce qui est bien dans la maison Rachi, c'est que c'est ouvert à tout le monde, aux non-croyants, aux chrétiens, aux musulmans. Et j'aimerais bien, si c'est un rêve, que les autres religions fassent la même chose. Disent, voilà, que ce soit quelque chose de complètement communautaire et interreligion. Dire, voilà, venez découvrir cette façon de voir les choses, et on parlera de la vôtre. Et parce que moi, je suis un pur scientifique, et je pense que la spiritualité n'est pas que religieuse, elle peut être scientifique. Le sacré, il y a des choses qui sur le terme religieux ne peuvent pas être touchées, comme ça, mais sur un plan commun, le sacré, il mériterait des fois d'être désacralisé pour pouvoir émettre et pouvoir être intégré par la population. Je ferai la distinction que fait Lévinas entre le sacré et le saint, et la sainteté. La sacralité, la sainteté. La sacralité, c'est quand quelque chose est tellement figé, tellement fermé, que ça en devient une idole. Ça ne bouge plus. Alors que la sainteté, c'est quelque chose de complexe, quelque chose qui est toujours en mouvement, quelque chose qui est dans une sorte de plasticité psychique et plasticité du sens. Rachi est le plus grand commentateur de tous les temps. Comment il a réussi à faire cela, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais peut-être justement parce que il n'a pas de pensée. C'est très bizarre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pensée, c'est un commentaire pur. C'est-à-dire qu'il permet de cheminer avec le texte, il s'efface devant le texte, mais il va montrer la complexité du texte. Et donc, il va transformer le texte qui était sacré, c'est-à-dire qui risquait de devenir une idole, en texte saint, c'est-à-dire en texte qui est dans une sorte de magma de pensée, de complexité, de plasticité intellectuelle. Et donc, c'est ça la grande force de Rachi. C'est vraiment pas le sacré, c'est la sainteté. Et si on ne fait pas cette distinction, on risque de tomber dans le piège d'un sens définitif, qui est donc un sens idéologique ou idéologisé. À partir de Rachi, on ne peut pas décider du sens. À partir de Rachi, on peut décider qu'il y a plusieurs sens. Et donc c'est vraiment l'herméneute, l'exégète de l'ouverture, et non pas l'exégète de l'idéologie. La dernière chose qu'on a créée pour l'exposition permanente, c'est le fameux vitrail. Parce que le vitrail, quand on a eu, alors tout ça, ça arrive presque
un peu par miracle, parce que je me rappelle très bien que Élie Margène, qui était notre président, avait envie de créer il y a des années un vitrail représentant, pas un vitrail, un arbre généalogique reprenant un petit peu la descendance de Rachid. C'était un vœu qu'il avait transmis à René Pitoun. Et puis René Pitoun me l'a transmis en me disant ce serait bien que si un jour on fait une exposition permanente autour de Rachid, on ait un arbre généalogique. On a l'idée de passer un coup de fil à Flavie ou d'envoyer un SMS à Flavie Vincent Petit, qui est le peintre verrier et qui a fait les lumières dans l'oratoire et dans le Beth Midrash. Et on lui envoie un SMS en lui disant on a l'idée de faire un arbre généalogique, est-ce que c'est jouable pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Et Flavie, avec la réactivité qui est la sienne, me renvoie un SMS 5 minutes après en disant « ça m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, quand est-ce qu'on peut se voir ?» L'intérêt de faire cet arbre en vitrail, ça peut paraître étonnante, bon, je sais pas. En tout cas, je trouve que justement, Rachid, dans son temps, était extrêmement ancré dans son territoire. Il écrit ses commentaires en français à une époque où c'est pas forcément l'usage. Et le vitrail est extrêmement ancré dans le territoire champenois. Donc faire la synthèse finalement du territoire et de l'œuvre de Rachid dans un vitrail actuel semble finalement extrêmement cohérent. Les couleurs en fait sont vraiment les couleurs du vitrail traditionnel. C'est-à-dire j'ai conçu l'œuvre dans sa totalité comme un panneau de vitrail du XVIe siècle avec comme si les plombs, mais là c'est à une autre échelle en fait, mais l'idée, c'est que la serrurerie souligne le dessin, mais que le dessin est vraiment de la peinture sur verre. Donc on se situe dans la tradition de la peinture sur verre ou boise, qui a commencé au Moyen-Âge, mais qui vraiment se déploie dans toute son excellence à partir du XVIe siècle. Donc j'ai utilisé beaucoup de jaune d'argent, puisque c'est vraiment le matériau qui représente la modernité du XVIe siècle, qui est un matériau qui apparaît en 1300, mais qui au XVIe explose comme ça de façon resplendissante. Et des grisailles, à la place de prendre des grisailles brunes, j'ai choisi d'utiliser des grisailles de toutes les couleurs. Et lorsque je les peins, on voit très bien en fait. J'ai d'abord fait les contrefonds, si on veut bien. Donc, par exemple, si on prend un panneau du milieu, les oiseaux un peu rouges et tout le fond jaune, ça a été peint une première fois, cuit. Donc là, les réactions chimiques se sont faites. Le rouge, c'est du cuivre. Ce cuivre, en fait, c'est le rouge de cuivre. Ça ne fonctionne que sur la face éteinte du verre industriel. C'est une réaction chimique qui se crée entre le cuivre et l'étain. Donc sur un verre soufflé, ça ne fonctionnerait pas. Donc tous mes contrefonds, je les ai faits comme ça de façon unique. Et après, je suis venue rehausser, faire le modelé, les enlever ou le trait avec de la grisaille par-dessus. L'idée, c'était vraiment de faire une œuvre où le support accompagne graphiquement la peinture. Ce qui est l'essence même du vitrail 16e. Et au XVIe siècle, ça se passe sur une pièce de 10 cm. Là, ça se passe sur un mur de 6 mètres. Donc la serrurerie vient souligner le dessin. C'est un élément structurel, mais cette structure accompagne l'œuvre. On n'a pas fait un quadrillage. Et l'idée, c'était l'idée du jardin sur les côtés. Donc on a tous ces fruits et ces céréales de façon un petit peu démesurée. Et on a vraiment devant, comme un garde-corps, cette trame comme des osiers tressés médiévaux, en fait, qui viennent protéger l'œuvre tout en y participant. Le nombre de noms qui figurent sur ce vitrail, c'est à peu près 50. Il y a 50 noms, donc Rachid, au pied du vitrail. Et puis après, on est descendu à 7 générations environ, jusqu'à pratiquement au XIVe siècle, au moment de l'expulsion des Juifs de France. On peut se demander pourquoi avoir choisi de faire un arbre avec des feuillages et des oiseaux. C'est parce qu'en fait, dans cet arbre, n'ont été mis que les descendants de Rachid étant attestés par des textes. C'était un travail extrêmement rigoureux, extrêmement scientifique. Donc lorsqu'on n'avait pas la preuve formelle que ce descendant existait, on ne l'a pas mis. Et en revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de descendant. Donc j'ai voulu montrer par le côté foisonnant des oiseaux et des fleurs que c'est pas parce que le nom n'est pas marqué qu'il n'y avait personne.
Donc le côté rond comme ça permettait d'universaliser un petit peu les choses et en même temps de faire des branches même si on ne sait pas quels étaient les descendants exactement. Ce qu'on peut dire, c'est la performance, c'est une œuvre de performance. C'est-à-dire que normalement, pour faire un support comme celui-ci, avec tout le travail de verre l'accompagnant, enfin le travail vraiment artistique, entre 6 et 8 mois, 6 et 8 mois était un délai tout à fait acceptable, mais pas trop long non plus. Et là, j'ai eu 2 mois. Pendant le mois d'août, quand tous les salariés sont en vacances. Donc en fait, c'était vraiment... J'ai peint jusqu'à 2h du matin, un jour sur 2. Un jour, je me couchais à 9h, et le lendemain, je peignais jusqu'à minuit, 1h, 2h. Le lendemain, je l'ai épuisé, je me couchais à 9h. Mais donc, c'est vraiment une œuvre de performance. On peut la classer dans... Il n'y a pas de... C'est peint d'un seul trait. Donc voilà, tout ça fait que, sur le fond, on ne sait pas par quel miracle on est arrivé à toutes ces idées. On a tenu les engagements du 10 septembre, on a tenu les engagements financiers, et là, tous nos partenaires nous ont aidés, que ce soit la Fondation Safra, que ce soit la ville, la région, le département, et la Fondation Rothschild et d'autres fondations qui m'échappent à l'heure actuelle, plus la FMS, oui, et bien sûr la famille de René Pitoun, qui a été fournisseur aussi de subventions. On a demandé à notre comité scientifique, ce que je dois faire quand même, c'est mettre en exergue le travail des scientifiques qui nous ont aidés, hormis Marc-Alain Waknin, qui a été très actif pour la création de notre exposition permanente. Il faut quand même citer Gérard Naon, qui est professeur émérite, qui n'a pas encore vu l'exposition du fait de la distance géographique et de son état de santé, mais il a aidé en particulier Delphine pour tout ce qui est écrit dans l'exposition permanente et pour tout ce qui est validation des descendants de Rachid sur l'arbre généalogique. Donc le comité scientifique avec Delphine était piloté par ces 2 personnes. Tous les matins, on en rajoute et qu'on n'est pas arrivé encore on est arrivé à saturation, on commence à être à saturation. Et donc, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter et qu'il faut certainement renforcer dans nos structures. Il faut absolument qu'on se structure plus qu'aujourd'hui si on veut répondre à toutes les demandes françaises et maintenant internationales. Après, la manière dont j'ai vécu l'exposition, moi, la création de l'exposition, c'était quelque chose de palpitant. En fait, c'était extraordinaire parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires. On était une toute petite équipe au départ, chacun avec ses compétences, chacun avec ses connaissances, chacun avec son vécu. Et puis, on s'est très bien complété. La Maison Rachid, pour moi, est une porte ouverte, vraiment une porte ouverte à tout le monde, pour un peu dédramatiser le système et pour avec les personnes. Et n'aie pas honte de rentrer en étant complètement profane. Et ça, il faut que c'est ça qui doit passer ici. Vous ne connaissez rien, mais justement, rentrez. On est là pour vous donner les premières briques de ce que c'est que Rachid, la religion juive, et après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais voilà, vous aurez moins de difficultés à venir la prochaine fois. Et moi, j'invite beaucoup d'amis à venir voir la Maison Rachid. Ce projet, il s'est construit autour de l'idée que ce que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, nous devons transmettre. Et ici, l'idée, c'était de transmettre cette mémoire de Rachid et de la transmettre autour d'un projet, de quelque chose de concret, d'un lieu, etc. Et que tous ces gens qui ont consacré de leur temps libre, puisqu'il n'y a pas de professionnels, il n'y avait pas d'équipe permanente, etc., ils ont donné tout leur temps et je crois qu'ils ont réussi ce but qui est ils ont pris quelque chose, ils ont pris Rachid et ils lui ont donné un lieu. Et puis maintenant ils font le faire vivre, et puis il y a un moment où ils vont devoir le transmettre à d'autres, pour les 10 siècles à venir. Le résultat, il est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Mais extraordinaire, et je pense que tous, chacun à sa façon, va travailler dans cette vocation de la transmission. Et dans cette transmission telle que j'ai essayé de le souligner, c'est-à-dire en fait la libération de la pensée. Et grâce à la Maison Rachid, et grâce à Rachid,
on comprend vraiment ce que c'est qu'un élève. Un élève, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on élève. C'est quelqu'un qui s'élève. Et le français le dit merveilleusement. Ce que fait la Maison Rachy, je pense, et ce que font les promoteurs au sens de ce grand ouvrage, c'est la volonté d'élever des enfants, d'élever une communauté, d'élever l'humain et le rendre, de manière plus poétique, on pourrait dire, pour les approcher plus près des étoiles.